Laurent Berger, bonjour. Vous êtes Bonjour. le secrétaire général de la CFDT, qui est la Confédération française démocratique du travail. J'explique pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas. Vous êtes à la tête de la CFDT depuis 2012 et sans rentrer dans une polémique française, vous êtes à la tête en fait d'une confédération donc interprofessionnelle de syndicats français et de salariés qui est la première ou la deuxième en France. Vous me direz ce qu'il en est. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans cette. Vous êtes également, et c'est ce qui nous intéresse ici à Cosmocel, vous êtes le président de la Confédération européenne des syndicats, la CES. En anglais, l'acronyme est différent, c'est ETUC pour European Trade Union Confederation. C'est un organisme qui regroupe les principales organisations syndicales européennes. C'est très très vaste, puisque ce sont 89 organisations, 39 pays européens, ça va au-delà de l'UE, 10 fédérations syndicales, 45 millions de membres, c'est tout à fait considérable. Et c'est surtout l'acteur qui institutionnellement est reconnu officiellement par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, comme la seule organisation syndicale interprofessionnelle représentative. Bien, son secrétaire général est Luca Vicentini, qui est un Italien, et vous êtes donc le président, après avoir été élu à 95,9% des voix. Félicitations, mais vous étiez le seul candidat, ce qui facilite certes les choses. La CES semble s'interroger aujourd'hui sur la portée de son action et sur les limites de son action éventuelle dans un dialogue social qui est assez dégradé. On reviendra sur cette question parce que c'est une question importante. Et pourtant, le dialogue social est plus utile et nécessaire que jamais dans un contexte, et c'est la première question, de crise très très grave. Alors quel bilan vous tirez aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, de l'impact économique et social de cette crise consécutive à l'épidémie de Covid? Est-ce que vous êtes inquiet, Laurent Berger? Bonjour, on serait inquiet, n'importe qui doit être inquiet. Il y a eu un choix qui a été fait dans nombre de pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe, et particulièrement la France, l'Italie, l'Allemagne, de mettre un peu sous cloche l'activité économique, sociale, sociétale de nos sociétés, d'une certaine manière, pour sauvegarder des vies humaines. Pendant cette période de confinement, on avait l'impression qu'on pouvait avoir l'impression que ça allait être juste une pause. C'est pas une pause. Ce qui se passe, c'est clairement une forme de choc d'abord sanitaire, qu'il a fallu traiter, et c'était l'urgence, et moi j'ai pas envie de remettre en cause ce choix, mais qui va avoir des conséquences extrêmement lourdes sur la dimension économique, sur la question économique, mais également évidemment sur la question sociale, et j'ai même envie de développer un peu plus sur la question sociétale, c'est-à-dire sur notre capacité à vivre les uns avec les autres. Ça réinterroge beaucoup de choses. Mais en première intention, pour le syndicaliste que je suis, de la première organisation syndicale française, en nombre d'adhérents et en audience, mais ça c'est un détail, le première inquiétude, c'est la question de l'emploi. Sur l'emploi, on va avoir dans tout un tas de secteurs professionnels des impacts extrêmement lourds. Et ce qui est frappant, c'est qu'on l'a sur la question industrielle, on le sait sur l'automobile, on le sait sur l'aéronautique, on l'a aussi sur l'industrie de l'art de vivre, comme on dit, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a 6 mois, si on nous avait demandé c'est quoi les 2 grands secteurs qui vous paraissent extrêmement performants, on aurait cité l'aéronautique, mais potentiellement, en tout cas dans certaines grandes métropoles européennes, le tourisme. Et ce sont ces moteurs-là qui sont finalement quasi à l'arrêt. Donc en termes d'emploi, il y a de grosses inquiétudes sur la situation de l'emploi, il y a de grosses inquiétudes sur la situation de certaines filières, et puis certains territoires aussi qui sont très dépendants de ces filières professionnelles. Donc moi je ne suis pas de ceux qui donnent des chiffres de projection d'augmentation du chômage, mais en France, oui, on peut estimer que le chômage va repasser la barre des 10%, qu'il y aura plusieurs millions de chômeurs sans doute supplémentaires. En tout cas, c'est les craintes. Et si on ne veut pas que ça arrive, il faut agir. Mais il faut agir maintenant. Maintenant, en termes de soutien des personnes qui sont impactées, donc c'est l'activité partielle, c'est l'assurance chômage, c'est la formation. Et puis, il faut agir maintenant en termes offensifs. Vers quoi on s'oriente demain comme modèle productif, sur quoi il faut investir massivement. Et c'est là où il faut beaucoup de force de persuasion, parce que j'ai un peu le sentiment parfois que nos sociétés, nos gouvernants aussi, pour certains d'entre eux, sont un peu comme le lapin dans les phares de la voiture. Un peu éblouis, en se disant mais qu'est-ce qui se passe, comment il faut réagir? Et dans ce moment-là, il faut réagir. Parce que si on ne réagit pas, c'est sûr, le choc, on va le prendre
très très brutalement. Il va de toute façon être compliqué à gérer, mais il faut maintenant agir, et c'est par le biais du dialogue social, c'est par le biais de dispositifs particuliers, c'est par le biais de la mobilisation des acteurs, on en reparlera, qu'il faut agir maintenant, mais vite, vite, vite. Alors l'Europe précisément a agi, et on aimerait vous entendre sur le jugement que vous portez sur cette action au niveau européen, dans le domaine économique et social, et on pense notamment au dispositif SURE, c'est encore un acronyme, hein, l'Europe les adore, qui est un dispositif en fait de réassurance chômage et qui esquisse d'une certaine façon les contours de la fameuse Europe sociale, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Est-ce que selon vous elle était à la hauteur de la gravité de la situation, notamment évidemment au niveau social? Et j'avance un chiffre, puisque c'est le chiffre qu'on entend aujourd'hui. On parle de 42 millions de chômeurs aujourd'hui en Europe. Vous savez, sur l'appréciation des politiques menées, il y a toujours la politique du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. C'est jamais totalement merveilleux. Ça peut parfois être totalement désastreux. En 2008-2009, la réponse de l'Europe, elle avait été... c'est vraiment sympa de le dire comme ça, très en deçà de ce qu'aurait dû être son ambition. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Au début de la crise, on le voit bien. Les pays se sont un peu refermés sur eux-mêmes dans une volonté de le gérer en propre, au niveau national. Mais assez vite, la Commission a réagi. Elle a réagi. D'abord, il y a eu aussi une décision extrêmement importante sur le fait de s'exonérer de la règle du déficit. Assez rapidement, c'est pas totalement anodin en termes de choix politiques au niveau européen. Puis ensuite, la Commission, elle a mis en place ce dispositif qui est un dispositif de réassurance chômage, de chômage partiel pour aider les travailleurs les plus impactés. C'est le dispositif le plus important. Il y en a eu d'autres quand même, de soutien aux entreprises, de soutien aux TPE, aux PME, qui sont pas totalement neutres. Donc, la réponse, elle a été importante. Elle a été connue. Nous avons juste interpellé sur un élément lorsque nous avons rencontré Madame van der Leyen, c'est de dire, mais maintenant, il faut que ça arrive aux personnes concernées. Vous savez, c'est toujours le problème de l'Europe. L'Europe, elle peut faire des choix positifs, elle en fait souvent. Il peut y en avoir des moins intéressants, mais quand elle fait des choix positifs, il faut que ça trouve une incarnation. Si ça ne trouve pas d'incarnation, ça reste une logique technocratique de la part des citoyens européens. Et donc, on a alerté avec Luca Visentini lors de notre rencontre avec la présidente de la Commission sur le fait qu'il fallait aller très vite. Et que même la date du 1er juin pour les premiers versements était tardive. Et on voit chez nos affiliés, notamment du sud de l'Europe, des organisations syndicales qui nous disent attendez, il faut aller un peu plus vite. Mais il y a eu plutôt une réponse européenne qui a été apportée en première intention à cette crise. Il faut quand même dire que, contrairement à ce que disent certains hommes politiques français qui ne connaissent pas l'Europe, sauf pour la critiquer, que la question de santé n'est pas dans les prérogatives européennes. Et donc, on peut toujours critiquer telle ou telle absence de politique en la matière, mais enfin, c'est pas dans ses prérogatives. Par contre, sur la question sociale et économique, il y a une forme de réaction qui est pas... Il n'y a pas à en avoir honte, parce que c'est un peu dans le fil de l'eau de ce qui a été décidé dans des politiques nationales. Soutien aux entreprises, soutien à l'économie, renforcement pour pas que ça flanche, et pourtant ça flanche. Et de l'autre côté, soutien aux travailleurs, parce qu'ils sont évidemment les premiers impactés par les chocs économiques. On en est là. Il faut aller beaucoup plus loin. Cette semaine, le 27, la Commission va présenter son programme de relance, va présenter aussi son programme social, qui était précédemment envisagé, avec le salaire minimum, avec la question de l'assurance chômage notamment. Moi, je souhaite que ce soit fort. Et c'est pour ça que l'initiative franco-allemande d'injecter 500 milliards pour aider notamment les pays les plus en difficulté est une initiative positive qu'il faut saluer. Et que nous avons salué la CFDT, salué la Confédération européenne des syndicats, mais même salué les syndicats français et allemands ensemble dans un texte. Donc, je le dis parce que ce qui peut poser problème demain, c'est davantage le Conseil européen que la Commission européenne. C'est la capacité des chefs d'État à embrayer vers une vraie relance européenne. Et on voit bien, il y a deux types de problèmes. Il y a le problème des quatre frugaux, comme on dit, c'est-à-dire des pays qui se font les chantres de la maîtrise budgétaire et beaucoup moins de la solidarité.
Donc cela, il faut leur expliquer qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé et il ne faut pas mettre en difficulté un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Italie, qui sont en grave difficulté financière, et si on les met de côté, si on ne les soutient pas, tout le monde va plonger, au-delà du devoir de solidarité qui nous incombe, mais c'est aussi un devoir de responsabilité. Puis de l'autre côté, on a aussi, c'est vrai, cette crise, elle a montré ça dans un certain nombre de pays, et ça a permis de renforcer des logiques autoritaires de la part de certains chefs d'État. Donc moi j'espère que cette dimension, cette démarche franco-allemande, elle est en soutien clairement de la politique voulue par la présidente de la Commission, que je salue, mais on n'est qu'au début du chemin. Mais je disais, le 15 mars, je crois, j'avais dit, l'Europe sera à la croisée des chemins sur cette crise. Ce que je peux dire aujourd'hui, 20 mai, c'est clairement que l'Europe a pris le bon chemin. Est-ce qu'elle l'a pris assez vite ? Est-ce qu'elle l'a pris, elle s'est suffisamment enfoncée sur ce chemin ? Sans doute pas. Il faut aller encore plus loin. Mais tant mieux, on a pris le bon chemin. C'est celui de la solidarité, de la préoccupation et de l'économie et des travailleurs. Et c'est celui d'une forme de responsabilité et de solidarité qu'il faut saluer. Mais on est maintenant, si on reste là où on est, on aura échoué parce que, encore une fois, le choc qui est devant nous est extrêmement brutal. Il faudra que l'Europe elle soit capable de relancer et de ne pas relancer autrement, mais j'imagine qu'on va en reparler. Alors, cette Europe, elle avancera d'autant plus facilement que, en son sein, le dialogue s'établit, et je voudrais me concentrer un instant sur le dialogue social, précisément, qui est dans l'ADN de l'Europe, puisque dès la CECA, il était question d'une Europe sociale, puis le traité de Rome avait intégré institutionnellement son principe. Et puis en 85 notamment, alors ça c'est l'âge d'or du dialogue social, c'était Jacques Delors avait lancé les fameux entretiens de Val-Duchesse, on les appelle comme ça parce que Val-Duchesse c'est un château au sud de Bruxelles à Auderghem. Ça avait duré 3 ans avec les 3 partenaires sociaux, dont la CES, et c'était un dialogue tout à fait structuré qui avait porté ses fruits puisque à partir de 91, les partenaires sociaux, en fait, depuis lors, doivent obligatoirement être consultés, parce qu'il y a un protocole sur la politique sociale qui a été annexé au traité de Maastricht, et qui prévoit effectivement qu'il y ait cette consultation de façon très institutionnelle. Donc la Commission a obligation de consulter les partenaires sociaux, et normalement, ces partenaires sociaux ont la possibilité, dans le cadre en fait, d'une procédure législative ordinaire, de faire des propositions pour arriver à signer des accords-cadres qui peuvent être transformés en directives. Je m'arrête là. Le problème, c'est que le bilan est relativement maigre, parce que des accords-cadres de cette nature, on n'a pas eu beaucoup. Depuis le début du siècle, il n'y en a quasiment plus. Certains chercheurs parlent d'une tendance à la dérégulation, en disant que l'UE légifère de moins en moins dans le domaine social, arrive à des textes, mais des textes qui sont très peu contraignants. Donc la question se pose de savoir comment relancer le dialogue social. Et alors, c'est aussi la question additionnelle que je pose. Est-ce que c'est pas le bon moment, évidemment ? Est-ce que la Commission von der Leyen ne montre pas une disposition justement à cette volonté de relance, puisqu'on a vu notamment le commissaire à l'emploi et au dialogue social, aux affaires sociales, Nicolas Schmit, aux droits sociaux, j'ai réussi à le dire, Nicolas Schmit, qui est un socialiste luxembourgeois, pour faire une proposition sur le salaire minimum en début d'année. On pourrait penser à d'autres sujets, il y en a plein. Le télétravail, par exemple, pourrait être un sujet très très intéressant, puisqu'il a explosé pendant cette période de crise. Alors on en est où de ce dialogue social, et qu'est-ce que vous proposez pour le relancer ? D'abord, votre rappel historique, il est extrêmement intéressant, parce que au moment de ces entretiens de Val-Duchesse et des périodes qu'on suivit, il y a eu des accords extrêmement intéressants, qui ont permis d'alimenter le droit social d'un certain nombre de pays européens, dont la France. Ce que les travailleurs français méconnaissent trop souvent, c'est sur un certain nombre de sujets, notamment autour de l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur la question du télétravail, par exemple, c'est issu d'un accord entre les organisations syndicales européennes, la CES et le patronat européen. Si cette volonté de dialogue social a diminué, c'est aussi parce que la volonté de la Commission européenne, et notamment de la période Barroso, n'a pas été orientée vers le dialogue social. Et ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué d'abord des politiques européennes très peu concertées, et on le voit sur le terrain social avec beaucoup de tristesse d'une certaine manière, parce que il n'y a pas eu de politique sociale européenne digne de ce nom pendant cette période-là, mais ça a provoqué une attrition des acteurs. Et un réflexe des acteurs
patronaux syndicaux qui a été un réflexe, et c'est pas un gros mot, mais plus de lobbying et de pression que d'implication dans la responsabilité à travers le dialogue social. Et ce qu'il faut réinventer, c'est ça. Je le disais tout à l'heure en finissant la question précédente, la réponse à la question précédente, c'est il va falloir faire autrement. On ne peut pas repartir comme avant. Et quoi d'autre de mieux que la capacité de faire vivre de la controverse positive. On va s'interroger, on doit s'interroger sur le modèle de développement qu'il faut construire demain au niveau européen, qui articule de la performance économique, qui articule une inscription très claire dans la transition écologique et la préservation et le développement d'un modèle social protecteur pour les travailleurs et les citoyens. Et cette capacité dans un monde de plus en plus interdépendant, mondialisé, où le quand même clairement recul, l'Europe doit être, c'est un lieu commun de le dire, mais de ce développement durable, de cette capacité à articuler ces trois dimensions. Et le faire dans un cadre démocratique. Et si on veut le faire dans un cadre démocratique, il faut que dans les démocraties, et la démocratie européenne se revivifie d'une certaine manière. Donc il va falloir réorganiser du débat, c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle aussi des institutions, mais il faut que les acteurs s'engagent. Et ces acteurs, dans le monde économique et social, ce sont les organisations syndicales, avec la Confédération européenne des syndicats et Business Europe, ou la Confédération des PME dans le monde patronal. Et là, il y a une volonté de la CES. Dans la discussion que nous avons eue il y a 10 jours avec Madame van der Leyen, nous avons très clairement dit, il faut, cette politique de relance, elle doit s'appuyer sur une capacité accrue de dialogue social. Et donc un renvoi aux responsabilités. Mais ce qu'il faut que les syndicalistes comprennent, c'est que le dialogue social, c'est pas aller quémander, c'est simplifier, c'est proposer. Voilà. Et c'est être capable d'acter des compromis sur la digitalisation. Avant le confinement, il y a eu un accord sur la digitalisation. Est-ce qu'il est suffisant? Ça a été très compliqué de le négocier avec le patronat, même si Esther Lynch, la secrétaire générale adjointe de la CES, a fait un énorme travail. Ça a été compliqué, mais maintenant, il faut que ce soit transposé. Donc, il faut qu'on ait deux choses. De la capacité à confronter des points de vue et à signer des accords de la part des acteurs eux-mêmes, et un engagement beaucoup plus fort de la Commission, mais du coup des chefs d'État, à transposer ces accords lorsqu'ils sont signés et que les directives les reprennent, à les transposer dans les droits sociaux nationaux. Donc c'est un vrai défi, mais moi je ne crois pas que dans la période qu'on traverse, et c'est vrai au niveau national comme au niveau européen, si on veut préserver quand même un modèle économique qui ne méprise pas sa force de travail, c'est-à-dire les travailleurs, je ne crois pas qu'on puisse passer sans faire du dialogue social à tous les étages. Et au niveau européen, on est très faible encore là-dessus. Ça implique une responsabilité aussi de la part de Business Europe, de pas considérer que finalement son rôle se contenterait d'être un rôle de lobbying et pas d'implication dans la recherche de solutions, Voilà. de solutions de compromis. Alors ça justement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Donc deux choses, je m'excuse auprès de ceux qui nous regardent parce que la connexion n'est pas très bonne, mais on vous entend très bien, mais l'image se fiche parfois, mais c'est pas plus grave que cela. Business Europe, c'est les représentants du patronat. Hein. Donc pour les Français, c'est le MEDEF européen, si on veut faire très vite, simplement pour qu'on comprenne les acronymes. Le dialogue social doit incontestablement être stimulé, c'est une chose de le dire, c'est une autre effectivement de réussir véritablement à mettre cela en place. La réalité, c'est qu'effectivement, au niveau européen, les choses se font attendre. Vous avez lancé récemment un appel transnational qui va tout à fait dans ce sens d'ailleurs. Mais c'est entre l'Allemagne et la France, c'est un début peut-être, entre la DGB, qui est la principale centrale syndicale allemande, et l'ensemble des syndicats français, hein, ils étaient quasiment tous là, la CFDT, la CGT, le FO, CFTC, l'UNSA, et qui appelait justement à une relance ambitieuse, mais aussi à un changement de paradigme. Et on arrive ici dans le domaine de ce que vous disiez, à savoir, il ne s'agit plus simplement d'être dans le cadre du lobbying, pour exercer des leviers, etc. On est dans le cadre de la proposition. La proposition. Mais ceci redéfinit d'une certaine façon, peut-être, et si je voudrais vous entendre là-dessus, la mission même du syndicalisme.
Alors en France, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez lancé avec Nicolas Hulot, qui est un activiste écologiste très célèbre, à la tête de sa fondation du même nom, et qui est l'ancien ministre de l'écologie démissionnaire du gouvernement français actuel, le pacte du pouvoir de vivre, qui appelait précisément un changement de paradigme, un changement de modèle de développement qui puisse véritablement accompagner, anticiper et donc penser la transition écologique et donc la transition industrielle. C'est aussi l'appel donc, que vous lancez avec la DGB, comme je le disais auparavant. Alors la question se pose, comment concrètement vous pouvez articuler une proposition au niveau européen, de façon transnationale, les syndicats et très certainement évidemment avec les autres acteurs sociaux, et notamment Business Europe dont vous parliez à l'instant, pour définir et esquisser enfin une stratégie industrielle dont l'Europe a éperdument besoin et qui puisse s'intégrer dans le cadre de la transition écologique. Donc c'est une très vaste question, bien sûr. Ma conviction, c'est que le syndicalisme, évidemment, sa raison d'être principale, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et donc les questions de répartition de la richesse au sein de l'entreprise à travers les rémunérations et les politiques de rémunération, la question de la protection sociale, de la qualité de l'emploi, de meilleures aussi conditions de travail. Mais les travailleurs, ce ne sont pas que des travailleurs, ce sont aussi des citoyens. Et ils ont, comme chaque individu, comme chacun d'entre nous, des réflexes paradoxaux parfois. La volonté de s'inscrire, on le voit bien, de plus en plus importante, et tant mieux dans une réelle transition écologique, de ne pas avoir un modèle de production qui tire sur la planète à outrance au détriment de toute vie humaine et pas simplement humaine. Et de l'autre côté, ils veulent aussi avoir des emplois. Donc, de plus en plus, il faut qu'on accepte et de vivre avec ces tensions-là. Ces tensions, c'est entre la production et la consommation. C'est entre l'écologie et l'économie. L'économie et le social, ça, on connaît ça depuis longtemps, mais l'écologie et le social. Et donc, on a voulu créer une alliance. Cette alliance, avec 55 organisations du pacte du pouvoir du vivre, comme on l'appelle, elle regroupe des associations de lutte contre la pauvreté, des ONG environnementales, des organisations syndicales, le monde mutualiste, des mouvements associatifs. Pour dire quoi? Pour dire que demain, l'enjeu, c'est quoi? C'est un modèle économique beaucoup plus juste, beaucoup plus respectueux de l'environnement, et donc l'inscription délibérée dans la transition écologique, de la lutte contre les inégalités, parce que les inégalités minent notre pacte social, d'une certaine manière, même notre pacte républicain, et minent aussi toute idée de l'Europe. Sachons-le, la défiance à l'égard de l'Europe, elle prend beaucoup son terreau sur les inégalités, et la volonté de faire ça dans un cadre démocratique. Parce que si on réfléchit 30 secondes aux défis qui sont ceux de l'Europe demain, il y a évidemment la question de la performance économique, mais on reste quand même un grand marché commun. Et on est capable, je crois, d'avoir cette force, à condition de soutenir nos industries, de soutenir notre économie. C'est la question de la lutte contre les inégalités qui ont progressé et qui sont beaucoup trop fortes pour considérer qu'on vit dans un monde soutenable. Et c'est évidemment la question de la transition écologique, parce que l'Europe peut être ces terrains-là. En fait, l'Europe demain peut être ce nouvel espace de performance économique allié avec du respect de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique et de la justice sociale. Et si on veut le faire, il faut qu'on le fasse dans un cadre démocratique, parce que l'autre péril de l'Europe, c'est le péril démocratique. C'est une forme de fin de la démocratie. Et ça ne peut pas être, quand on est un acteur engagé, un acteur syndical par exemple, simplement se retourner vers l'État en disant, ou vers la Commission en disant, il y a qu'à, Faucon, vous devriez. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne notre part. Et ce qu'on a voulu faire avec cette alliance, et ce que je voudrais faire au niveau européen de la même manière, c'est que la société civile puisse revendiquer, proposer, mais puisse aussi s'engager dans ces transformations-là. Parce que je ne crois pas à la seule toute-puissance du politique. Je crois que ce politique, il a besoin d'être alimenté par une société civile. C'est tout l'enjeu d'un syndicalisme européen fort, mais aussi d'une société civile européenne qui soit beaucoup plus unie pour aller vers cette ambition de société, de modèle de développement beaucoup plus durable. Merci. Pour cela, je vous laisse réagir, mais il faudra s'assurer du fait qu'il y ait des syndiqués aussi, puisque certains pays, en fait, à la différence des États du Nord, où les syndicalisations est obligatoire, ont très peu de syndiqués. C'est le cas de la France.
Et puis, il faudra des moyens, bien évidemment. Donc, la discussion budgétaire actuellement qui est menée, à la fois sur le plan de relance, la proposition franco-allemande, mais aussi sur les plus de 2% de PIB pour avoir un cadre financier pluriannuel, me semble, en tout cas, à mes yeux, absolument essentiel pour avoir les moyens d'assurer la transition dont vous parlez. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, c'est sans logique d'investissement, avec une logique purement budgétaire et purement de maîtrise budgétaire. Je ne dis pas que c'est un sujet inintéressant, mais s'il y a seulement cette logique-là, il n'y aura pas d'investissement nécessaire, d'investissement économique, d'investissement écologique, d'investissement social. Je pense qu'on fera une erreur historique et il ne faut pas faire cette erreur historique. Le plan de relance, il doit s'appuyer sur un investissement massif dans les compétences des travailleurs, dans le soutien aux travailleurs et dans la transition écologique pour soutenir notre économie. Et de l'autre côté, il faut un budget européen digne de ce nom. Et donc, encore une fois, peut-être cette crise, elle sera une opportunité, y compris pour l'Europe, pour réinventer le modèle européen sur ses fondamentaux, la solidarité, le destin commun et la capacité à construire ensemble un monde plus juste. Moi, j'y crois. Ça mérite un peu de hargne et un peu d'investissement, mais il ne faut pas se louper. On va s'arrêter sur cette note d'espoir. On a envie de vous croire et de vous entendre. Merci, Laurent Berger. Merci.